Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le cas Depardieu avec vous, Marine Turki, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service enquête de Mediapart. Vous avez enquêté sur Gérard Depardieu et puis il y a eu ce complément d'enquête, donc un magazine sur France 2 avec des propos de Gérard Depardieu qui ont choqué beaucoup de monde. Et puis j'ai dit en tease comme on dit, c'est-à-dire une manière d'annoncer ce qui suit. Gérard Depardieu, monstre sacré ou monstre tout court. Je m'interroge d'ailleurs sur le choix de cette expression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette expression, Marine Turki ? Finalement, parler de monstre, c'est mettre à l'écart le problème. Et ce que raconte notre enquête à Mediapart sur Gérard Depardieu, c'est que beaucoup de monde savait qu'il se comportait mal sur les tournages. Vous savez, le tout le monde savait, c'est souvent une formule qui est employée de manière un peu hâtive dans pas mal d'affaires MeToo qu'on a vues ces dernières années. Je crois que dans le cas de Depardieu, elle est particulièrement vraie. Parce que ce qu'on a documenté à Mediapart dans notre enquête en 3 volets qui est sortie au mois d'avril, c'est que finalement, il y a eu des alertes d'un certain nombre de femmes qui ont dénoncé la même chose, c'est-à-dire des mains à leur entrejambe, dans leur culotte, sur leur poitrine, des propos obscènes du type de ceux qu'on voit dans la vidéo de complément d'enquête en Corée du Nord, mais aussi des grognements, y compris d'animaux en rut. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas un comportement qu'on doit avoir dans le cadre professionnel, notamment sur les tournages. Donc, parler de monstre, finalement, c'est ne pas voir la responsabilité collective de tout le monde face à ça. Adèle Haenel avait dit sur le plateau de Mediapart, les monstres, ça n'existe pas. Ce sont nos pères, nos frères, nos collègues, nos amis. Moi, je suis assez d'accord avec cette formule, finalement. L'affaire Depardieu, elle interroge le monde du cinéma, mais elle interroge toute la société. Qu'est-ce qu'on fait des alertes de femmes qui se plaignent d'un comportement d'un homme, par exemple, dans le cadre du travail. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans cette affaire Depardieu, c'est que certains faits étaient en partie publics sous nos yeux, à travers des portraits ou des vidéos ou des livres. Par exemple, on le voit sur le tournage des Fugitifs, il y a eu des images tournées ou dans d'autres tournages où on le voit embrasser de force une maquilleuse sans son consentement. On voit dans la bande dessinée de Mathieu Sapin qui a suivi Gérard Depardieu dans un certain nombre de ses voyages, on voit ce qui ressemble fortement à une agression sexuelle décrite dans l'une des planches de la BD qui a été relue par Gérard Depardieu. Donc, en fait, quand moi, je fais cette enquête, j'interroge un tas de réalisateurs et de producteurs sur des films sur lesquels on me signale des problèmes. Sur les 20 réalisateurs et producteurs, 9 m'ont pas répondu, 11, à l'exception d'un, Fabien Ontenité, m'ont indiqué qu'ils n'avaient rien vu, rien su. Alors que moi, je récoltais des tas de témoignages de femmes qui se disaient victimes, mais aussi de témoins directs de ces scènes. Donc, ce qui nous interroge dans cette affaire, c'est finalement pourquoi personne dans la hiérarchie, la production, la réalisation, n'a vu, entendu. Et quand je les interroge, ils me disent qu'ils n'ont rien eu connaissance. Gérard Depardieu a contesté dans une tribune publiée dans le Figaro la manière dont il était dépeint. Et puis hier, sur l'émission C'est à vous sur France 5, ses avocats ont répondu. Un extrait de la réponse des avocats de Gérard Depardieu. Quand on voit une émission à cette heure-là, on se dit, bon, enfin, Gérard a encore fait du Gérard, diraient certains, paraît-il, sur les plateaux. Bon, puisqu'il paraît que c'était habituel. Mais surtout, je pense que on est un peu dans le thème chauffe Marcel. Est-ce que tu vas m'en sortir une autre ? C'est-à-dire que celui qui tient la caméra, je pense, pousse un peu à l'excès. On est dans la grossièreté, on n'est pas dans l'agression. C'est pas la faute de Gérard Depardieu. Selon vous, il a été poussé à tenir ses propos-là. Il est responsable de ses propos, mais nous les analysons dans un contexte particulier. Dès le début, ils nous disent « Voici des images que vous n'auriez jamais dû voir ». Et c'est exactement le cas. Ce sont des images que on n'aurait jamais dû les voir. Lorsqu'on est en documentaire, on m'a expliqué, j'ai appris beaucoup de choses, donc je vous les livre, que la caméra tourne en permanence. Elle filme tout. Mais là, par exemple, vous avez 20 heures de rush et 7 minutes soigneusement triées sur le volet, pendant lesquelles Gérard s'exprime sur le ton que tout le monde lui conteste aujourd'hui. C'est pas 7 minutes de trop ? La défense de Gérard Depardieu, Marine Turki, vous qui êtes journaliste à Mediapart, vous avez enquêté sur Gérard Depardieu. Comment réagissez-vous à cette défense ? Alors, je crois qu'ils sont dans leur rôle d'avocats qui défendent Gérard Depardieu. Ils prennent la parole, c'est normal. Ce qu'on peut dire, c'est que la grossièreté, l'humour potache, c'est pas le harcèlement sexuel. Que la drague, c'est pas les violences sexuelles. Je parle de manière générale. Et en France, on entretient un peu cette confusion, parce que c'est tellement arrangeant, entre les violences sexuelles et la drague, le libertinage, etc. C'est ce qu'on a vu dans un certain nombre d'affaires, des SK, Denis Baupin. À chaque fois, ce sont les mêmes arguments qui ressortent en défense. Ils ont le droit de prendre cette parole, de dire qu'il est innocent, etc. Mais il y a quand même des vidéos qui documentent un certain comportement. Et contrairement à ce qu'ils disent dans cet extrait, nous, on a d'autres vidéos où ils se comportent d'une manière similaire.
Dans notre enquête, tous les témoignages rapportent les mêmes propos obscènes. Je ne vais pas les répéter ici, tout le monde les a entendus, mais on n'est pas dans des grossièretés, on est dans des propos à l'égard de femmes, et souvent dans le cadre du travail aussi. Je crois que les personnes, les techniciennes, les maquilleuses, les actrices qui vont le matin au travail sur un tournage, c'est pas pour entendre ces propos-là. Donc je suis pas là pour qualifier les faits, est-ce que c'est du harcèlement sexuel ou pas, c'est pas à moi de le dire, mais à minima, on n'est pas seulement de la grossièreté, il me semble. Marine Turki, vous avez enquêté sur Depardieu, c'était difficile ? Oui, ça a été difficile et d'ailleurs ça m'a pris 2 années, pour mettre en confiance les personnes, pour trouver assez de témoignages pour recouper les choses. On ne se contente pas à Mediapart d'un témoignage, d'un morceau de plainte. On va passer au crible tout. Déjà, on va prendre un premier témoignage, on va aller regarder est-ce qu'il y a des témoins, est-ce qu'il y a des confidents, est-ce qu'il y a des documents qui l'étayent. On va essayer d'avoir des témoins directs et en l'occurrence sur Gérard Depardieu pour une même scène. Je pense notamment au film Disco qui est sorti en 2007 où il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai trouvé parfois 5 témoins directs de ce que dénonçait la jeune femme. Au total, j'ai eu 13 témoignages, plus celui de la plaignante 14, de femmes qui dénoncent des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de témoins qui étaient sur les plateaux, qui ont vu les choses et qui ont dit « on a rigolé ». Lorsqu'on a vu ça. Et c'est ça qu'interroge l'enquête Depardieu, parce que la phrase que j'ai le plus entendue dans cette enquête, c'est « ça va, c'est Gérard ». Mon enquête, elle aurait pu s'appeler comme ça. Et ça interroge quand même sur notre capacité à entendre ces témoignages, les recevoir et les qualifier finalement. Mais alors justement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous « ça va, c'est Gérard » ? C'est un peu d'ailleurs ce que disait tout à l'heure son avocat. C'est-à-dire que Gérard Depardieu, c'est le monument du cinéma français. C'est un mythe, et donc on estime que son jeu de génie, c'est un acteur de génie, ça va avec tout ce qu'on vient de décrire là. Avec quelqu'un donc on en revient au monstre, mais cette fois-ci au monstre sacré. On en revient en tout cas au grand acteur qui incarne un bout de France finalement. Ça m'a été dit dans cette enquête, Depardieu c'est la France de Chirac, et on estime qu'une petite tape sur les fesses, ça fait pas de mal. Ça on me l'a dit, c'est un réalisateur qui me l'a dit. Donc ce que je veux dire, c'est que ça raconte en fait notre capacité à banaliser ces faits, à les mettre à l'écart, à les minimiser et à ne pas les prendre comme tels. Encore une fois, quand on va sur un tournage le matin et qu'on est une costumière, une maquillère, une actrice, c'est pas pour en fait avoir une main aux fesses ou des propos comme ça. Il y a une qui m'a expliqué sur le tournage de La Môme en 2007 à quel point ça avait duré comme ça pendant plusieurs jours et qu'elle rentrait dans sa loge, elle pleurait, elle ne savait plus comment se défendre. Mais alors justement, Gérard a fait du Gérard, donc on imagine que si c'est son comportement depuis quelques années, de nombreuses années peut-être, c'est vous qui avez enquêté, Marine Turki, mais alors on peut se dire qu'aussi il y a eu une époque où cela faisait peut-être partie des mœurs acceptables, admises, ce qu'on appelle l'éthos du cinéma ou d'un tournage, Marine Turki, qu'est-ce que vous en pensez ? On part de loin dans le cinéma français. Je vais vous donner une scène, Le Dernier Tango à Paris de Bertolucci, où on a vu Maria Schneider dévastée à 19 ans par une entente entre le réalisateur et l'acteur Marlon Brando pour simuler une scène de viol atroce dont elle ne s'est jamais remise. En 2018, un critique de cinéma qui s'appelle Éric Neuhoff, dans Le Masque et la Plume, disait « Est-ce que c'est pas le prix à payer pour avoir un chef-d'œuvre ?» Voyez d'où on part et voyez où on est encore malgré MeToo. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée dans le cinéma de l'alibi artistique. Je crois que le prétexte de l'art, de l'œuvre, de l'intérêt supérieur de l'œuvre efface un petit peu les violences, comme si c'était un prix à payer. Mais alors, Marine Turki, pourquoi cette tribune de Gérard Depardieu ? Pourquoi nie-t-il tout en bloc? Comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est du déni pur et simple? Bref. Alors déjà, il faut rappeler qu'il y a un risque pénal. Actuellement, Gérard Depardieu, il est mis en examen pour viol après la plainte de l'actrice Charlotte Arnould. Donc évidemment que tout témoignage aujourd'hui qui viendrait étayer son comportement avec les femmes dans ce sens-là est dangereux pénalement pour lui. Et il a le droit d'avoir sa parole et de se défendre. Je précise que dans notre enquête, on a évidemment sollicité Gérard Depardieu et ses avocats, et pas une fois, mais plusieurs fois, demandé des entretiens, etc. Je lui ai envoyé des pages entières de questions. Sur le fond, je n'ai aucune réponse. C'est-à-dire qu'à part dire qu'il conteste tout comportement pénalement répréhensible, sur le fond de est-ce que il s'est passé ça, quels sont vos souvenirs de tel tournage, de telle personne, je n'ai pas de réponse. Donc sur le fond, il n'y a pas de réponse, en tout cas pas à Mediapart. Comment êtes-vous certaine que les faits que vous rapportez dans cet article sur Gérard Depardieu sont exacts, Marine Turki ? Grâce aux témoignages de témoins, grâce aux témoignages aussi concordants des femmes qui dénoncent ces faits entre elles. C'est-à-dire que quand vous avez une quinzaine de faits similaires, et depuis France Inter en a révélé d'autres, vous voyez bien les similitudes. Vous voyez comme une forme de mode opératoire qui se dégage. C'est pour ça que ces enquêtes, elles sont longues. C'est qu'on ne se contente pas d'un témoignage, c'est un puzzle qui va se former avec plein d'éléments. Parfois, il arrive qu'on ait des messages qui étayent ça. Dans l'affaire du témoignage d'Adèle Haenel, par exemple, j'avais des lettres du réalisateur
qui quand même posait un certain nombre de questions. C'était une enfant de 12 ans. On avait un réalisateur qui expliquait qu'il avait eu un amour pour elle qui avait été trop lourd à porter. Vous voyez, on a plein de petits éléments, y compris des éléments écrits parfois, qui étayent les choses. Dans le cas de Depardieu, on a quand même des vidéos. On a une vidéo de Depardieu avec une journaliste en Argentine où il l'embrasse de force, il la touche partout et c'est sur fond de rire, encore une fois. Donc on n'a pas voulu voir tous ces éléments, ces vidéos qui sont en partie publiques, encore une fois. Mais alors, ces réalisateurs qui ont, si je vous suis, Marine Turki, nécessairement observé ces comportements, pourquoi n'ont-ils rien dit alors même que eux aussi sont soumis à un risque pénal ? Oui, d'autant que le producteur, il a une obligation de sécurité envers ses employés sur le film. Le film, c'est une petite entreprise finalement, éphémère, mais c'est une entreprise où il y a quand même des lois, le code du travail, etc. Donc c'est la question que j'ai posée dans cette enquête et dans le deuxième volet qui s'appelait Depardieu, une complaisance française. Pourquoi tous ces réalisateurs et ces producteurs n'ont-ils rien vu alors que moi j'ai des tas de techniciens et techniciennes sur les plateaux qui me disent « moi j'ai vu ça ». Ça c'est vrai et voilà ce qui s'est passé et on ne savait plus comment faire. Évidemment qu'il y a un souci. Donc, il faudrait poser la question à ces réalisateurs et producteurs. Moi, j'ai été quand même très menacée, intimidée au moment de mon enquête. C'est-à-dire que j'avais des acteurs, des producteurs, réalisateurs qui me disaient « Non, mais vous n'allez pas me citer là-dessus. Je vous envoie les avocats. » Il y en a qui ont eu un ton un peu plus dur même. Ils ne voulaient absolument pas être associés à ça, ni dans un sens, ni dans un autre. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Marine Turki, vous êtes journaliste. À Mediapart, vous serez rejointe par Hélène Frappa, essayiste. On lui doit notamment Gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes. C'est aux éditions de l'Observatoire. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Il y a quelques minutes, nous parlions du cas Depardieu avec vous, Marine Turki. Vous êtes journaliste au service enquête de Mediapart. Et puis, on va tenter d'élargir cette question, l'élargir en fait au milieu du cinéma, puisqu'en 2017, des révélations sur le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein ont entraîné sa chute et aussi lancé le mouvement MeToo. En 2023, le cinéma a-t-il évolué, le cinéma français, tout type de cinéma? Pour en parler, nous sommes avec vous, Hélène Frappa. Bonjour, vous êtes romancière, philosophe. Vous venez de publier un livre extrêmement fin, Le Gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes. Oui, les questions de cinéma. Ce livre a été publié aux éditions de l'Observatoire. Est-ce un hasard, selon vous, si ce type de comportement, les comportements par exemple de Gérard Depardieu, se déroulent dans le milieu du cinéma? Absolument pas. Il y a aucun hasard. Non pas que le milieu du cinéma serait un milieu monstrueux, pour reprendre un terme qui a été employé, et Marine Turki a très précisément expliqué qu'il n'y a pas de monstre, en fait, en citant Adèle Haenel, c'est-à-dire il n'y a pas des individus ou des milieux qui s'accepteraient de la condition humaine et de la condition aussi du travail tel que tout le monde la vit. Il n'y a pas de hasard pour deux raisons. D'abord parce que le milieu du cinéma est un agrandissement de ce que nous vivons et de ce que nous voyons. C'est ce que j'avais pu observer dans mon précédent livre, le roman 3 femmes disparaissent, où la condition en apparence extraordinaire de ces 3 stars, de cette lignée de stars hollywoodiennes, au fond, ne racontait rien d'autre que notre condition, pas seulement féminine, mais humaine. Et il n'y a pas de hasard pour une deuxième raison, je pense, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur le gaslighting, qui est que le cinéma, et ça c'est quelque chose que beaucoup de spectateurs et même de critiques ont du mal encore ils ont du mal à en mesurer la force, est un laboratoire en fait, qui est le laboratoire où tout ce qui se passe dans notre société à l'avance, en fait, est déjà là avant. Tout est là. C'est pour ça que je me suis intéressée, que j'ai voulu consacrer un livre au film de George Cukor, qui date de 1944, Gaslight, hantise en français, parce que dans ce qui est dit dans ce film, c'est-à-dire le continuum entre une violence conjugale que subit l'héroïne interprétée par Ingrid Bergman et ce qui se passe en dehors des murs en 1944, c'est-à-dire la guerre et la déshumanisation qui se produit à ce moment-là dans le monde à cause du nazisme, la déshumanisation qu'entraîne le nazisme, sont dans le film de Cukor liés. C'est ce que ce film a à nous dire, c'est la préscience de ce film, et je pense que là, ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, a à voir avec la question du pouvoir. Quel type de pouvoir est exercé? Moi, j'ai lu la remarquable enquête de Marine Turki qui est parue il y a quelques mois, qui n'avait pas eu, je pense, assez d'écho à l'époque. J'ai vu Complément d'enquête, et moi, c'est ça qui m'a marqué.
Justement, selon vous, ce comportement de Gérard Depardieu, comment s'inscrit-il dans votre manière de penser le cinéma, Hélène Frappat? Alors déjà, dans le comportement de Gérard Depardieu, il a été souligné qu'il avait un comportement d'humiliation systématique à l'égard des femmes. Il n'a pas été peut-être assez souligné le racisme, qui est très explicitement mise en œuvre. Je fais référence à la manière dont il singe la langue coréenne et le pays où il est invité avec un racisme qui, pour moi, utilise des stéréotypes, selon vous, à voir avec la discrimination, une des formes de discrimination. On peut pas isoler, en fait. Ce dont nous parlons là, c'est pas et quand nous employons, par exemple, ce mot systémique, c'est pas quelques féministes hystériques qui emploient ce mot pour le brandir comme un étendard. Ça nous concerne, nous tous, en fait. C'est-à-dire que le rapport de pouvoir, le rapport de classe aussi, qui est exercé par Gérard Depardieu, parce qu'après que lui se soit dit dans sa carrière de gauche, c'est de l'affichage. Là, on revient à la question du gaslighting, c'est-à-dire c'est une manière de maquiller, en fait, ce qui est en jeu. C'est un type de rapport de pouvoir que Adorno aurait qualifié d'autoritaire. Le philosophe Adorno, qui vise à humilier l'autre, qui vise à ne pas respecter toutes les lois qui s'exercent notamment dans le domaine du travail. Il n'est pas normal, comme le soulignait Marine Turki, que des femmes aillent travailler la peur au ventre alors qu'elles ne font que leur travail, etc. Donc tout ça nous oblige à nous interroger, nous tous, et c'est en ça que le cinéma est un art absolument extraordinaire, c'est qu'il nous met cette image agrandie devant les yeux, il nous la renvoie. Et exactement comme Georges Cukor en 1944, nous sommes face à un acteur et des films qui nous regardent, nous. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous faisons de cette image du pouvoir. Mais Hélène Frappat, moi je pensais naïvement qu'un grand acteur, c'était justement de la cire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas véritablement de personnalité, qui était capable d'en adopter plusieurs, alors que là, on a affaire, c'est pour ça que j'ai employé il y a quelques minutes le mot monstre, une sorte de personnage comme ça qu'on retrouve, et d'ailleurs, son avocat... que l'on a entendu tout à l'heure, a dit « Gérard fait du Gérard ». Oui, alors ça c'est toujours une manière. D'abord, il y a des mécanismes, tous les mécanismes. Vous citiez mon livre sur le gaslighting, du gaslighting sont en place, notamment l'inversion permanente. Alors le gaslighting, il faut dire en quelques mots ce que ça signifie. Voilà, il s'agit donc à travers ce film de Georges Cukor, il s'agit donc de décrypter, c'est ce que fait le film de Cukor, une manipulation qui vise une femme, donc Ingrid Bergman, dans une situation conjugale qui va être peu à peu déshumanisée à travers une manière de nier les faits, nier la réalité, la faire passer pour folle, inverser la situation bourreau-victime. Tous ces mécanismes, ils sont là en jeu, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que justement un acteur de génie comme Gérard Depardieu, il est traversé par quelque chose d'autre que les rôles, les nombreux rôles. Il est traversé par quoi? Il est traversé par une sorte de dimension, je dirais presque, en employant un mot que Flaubert aimait bien, une dimension impersonnelle, qui est celle du cinéma, qui est celle de l'art. Et c'est en ça que c'est. Vous voulez dire que le cinéma important. parle en lui, mais ça, c'est une manière quand même de le déresponsabiliser. Pas du tout. Pas du tout, au contraire. C'est une manière qui revient à en faire une grande figure, une grande figure de l'art, une figure, là en l'occurrence on pourrait dire de Minotaure, de même qu'on en a connu d'autres, des grands Minotaures, on a connu DSK, on a connu Weinstein. Tous sont traversés aussi par une forme du pouvoir qui n'est pas juste la leur, qui n'est pas juste comment ils se comportent dans une chambre d'hôtel en peignoir blanc et à poil sous le peignoir avec des femmes de chambre qui sont toujours des individus plus faibles, mais qui est encore une fois, et c'est là où ne nous méprenons pas, c'est pas un hasard si ça se passe en Corée, dans un pays dont le moins qu'on puisse dire sans diffamer la Corée c'est pas un pays extrêmement démocratique, c'est pas un hasard si tout est en jeu là pour nous montrer des mécanismes qui nous concernent nous comme êtres humains, comme citoyens qui allons bientôt voter, qui devons nous interroger sur les personnes aussi, notre rapport au pouvoir, les gens que nous élisons, notre rapport dans notre vie en réel, pas juste de l'affichage qui est je suis de gauche, mais comment je traite les gens autour de moi. C'est ça que nous raconte, en fait. C'est la dimension, c'est la grande fable. Et c'est pour ça que tout le monde est tellement bouleversé, je pense, parce que nous raconte Depardieu.
Je suis d'accord sur la question du pouvoir, parce que ce qui traverse les affaires de violences sexuelles et sexistes, que ce soit dans le cinéma ou dans d'autres secteurs, parce que les violences sexuelles, c'est partout. Il y a quand même beaucoup d'autres secteurs. Bien sûr, c'est partout. Il faut rappeler cette évidence. Ça traverse les milieux, ça traverse les secteurs. Voilà. C'est la question du pouvoir, c'est la question de l'abus de pouvoir. Qui a le pouvoir ? Quel usage il en fait ? Quel levier il actionne ? Et le pouvoir, c'est pas simplement le ministre, le grand acteur, le présentateur du JT de 20h. C'est l'entraîneur de foot, c'est le père de famille, c'est le prêtre, etc., etc. Donc c'est ça qui traverse ces affaires et c'est ça qui est vraiment important de prendre en compte. Et je suis complètement d'accord sur l'enjeu de domination et de pouvoir qu'on peut voir dans cette affaire et dans d'autres, évidemment. Donc c'est pas un hasard que si ça se retrouve dans le cinéma. Pourquoi ? Dans le cinéma, il y a quoi ? Il y a beaucoup de pouvoir et il y a beaucoup de précarité. Il y a des intermittents qui ont besoin de faire leurs heures et puis de l'autre côté, il y a des réalisateurs, des producteurs qui sont en position de force. Et il y a aussi une petite famille, le cinéma, une structure beaucoup plus petite qu'aux États-Unis, par exemple, où tout le monde se connaît, tout le monde se croise, et donc à un moment donné, il y a cette peur d'être blacklisté. Il faut quand même dire ça, c'est le courage des gens de témoigner dans mon enquête au mois d'avril. C'est pas des stars qui témoignent, c'est des petites mains du cinéma, c'est des maquilleuses, des techniciennes, des actrices qui ne sont pas tellement connues, et elles prennent ce risque de témoigner. Et ce qu'elles m'ont dit au lendemain de l'enquête, c'est il y a eu zéro réaction dans le monde du cinéma. Il y a eu zéro réaction. Il y a eu une réaction de la SRF, la Société des réalisateurs de films. Aucune organisation représentative du cinéma n'a réagi. C'est tellement difficile pour elle. Il y en a une qui était en plein tournage. Qu'est-ce qu'elle a entendu sur son lieu de tournage ? Elle a entendu des gens qui donc ne comprenaient pas qu'elle avait témoigné, puisqu'elle a témoigné anonymement dans Mediapart, qui lui ont dit quand même, c'est fou, tout le monde savait, c'est hypocrite. 15 ans après, aller parler, c'est facile. C'est s'acharner sur Gérard Depardieu. C'est aussi ça, aujourd'hui, le monde du cinéma encore. Et ça, c'était en avril 2023. Alors, les choses ont quand même beaucoup changé sur le plan institutionnel, Marine Turki, puisque aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de règles ont été édictées. Il y a par exemple le fait que les subventions aux films sont conditionnées à un certain nombre de conditions de tournage. Bref, on ne peut pas dire que les choses soient restées en l'état dans le domaine du cinéma. Complètement. Depuis MeToo, même si MeToo était plus taiseux en France qu'aux États-Unis dans le monde du cinéma, les choses, elles ont quand même avancé, notamment grâce à des collectifs comme 50-50, à l'association des acteurs et actrices. Il y a eu quand même un plan de lutte contre les violences. Il y a eu des référents harcèlement qui ont été mis en place sur un certain nombre de tournages. Vous rappelez les subventions du CNC qui sont conditionnées à des formations sur les violences, alors avec des situations ubuesques, parce que dans ces formations, on a vu Luc Besson, qui était à l'époque sous enquête pour viol et visé par plusieurs témoignages dans Mediapart, qui était assisté à ces formations. Donc, évidemment que tout n'est pas parfait, et le problème, c'est que les enquêtes, quand elles sont menées, les enquêtes internes, quand il y a un signalement sur un tournage, le tournage, il est déjà fini, que l'enquête n'est pas terminée, et puis surtout, ces enquêtes sont pas réalisées de manière indépendante. Les référents harcèlement, ils sont souvent liés à la production, d'une manière ou d'une autre, donc c'est la limite de tout cela. Mais les choses, elles avancent quand même, et on le voit, il y a quand même aussi des réactions maintenant sur les tournages quand il se passe parfois des propos sexuels qui sont dits, des agressions sexuelles, une main sur les fesses, etc. Maintenant, il y a des gens qui réagissent. C'était pas le cas il y a 10 ans. Le monde du cinéma, Hélène Frappat, au travers des différents livres que vous avez consacrés à ce monde-là, il y a aussi un lien particulier. Alors là, ça ne concerne pas Depardieu, mais ça peut en concerner d'autres. Et il y a un lien particulier entre le réalisateur et les acteurs ou les actrices qu'il fait jouer. Et là, je pense par exemple à Hitchcock, qui est pour vous un personnage assez emblématique. Oui, il y a cette possibilité d'avoir un pouvoir de vie et de mort. En tout cas, c'est comme ça qu'Alfred Hitchcock l'a exercé sur... Alors, pour ne citer que celle que j'ai étudiée, qui est l'actrice Tippi Hedren, qui joue dans Marnie et les oiseaux, il a eu en effet et c'était assez banal d'ailleurs à l'époque, ce droit de lui faire signer un contrat d'exclusivité qui lui donnait pendant 7 ans un pouvoir absolument d'exclusivité, de vie et de mort. C'est la question, ce dont parlait Marine Turki, elle employait le mot taiseux à propos du MeToo français. C'est la question de l'omerta, c'est-à-dire que qu'est-ce que peut un être humain face au pouvoir ? Moi, je dirais, en des termes philosophiques, c'est le savoir qui peut s'opposer au pouvoir. Et c'est quoi le savoir ? C'est très concret, en fait. D'abord, le savoir, ça implique toujours du courage. C'est ce que disait Kant. Il faut oser savoir. Il y a une audace dans le savoir. Ça veut dire qu'on ne se pointe pas un matin en décidant comme ça il faut une enquête. Et il faut occuper cette place qui est celle de certains journalistes et même dans leurs enquêtes d'autres personnes qu'ils citent, qui est la place du
témoin. Tippi Hedren, à l'instant j'en parlais, elle a essayé de se confier sur les viols dont elle était victime de la part d'Hitchcock, et elle a été face à cette omerta donc qui fait que personne n'a voulu témoigner pour elle, et qu'elle-même l'a fait en 2016, c'est-à-dire 1 an avant le déclenchement de MeToo aux États-Unis, témoignant pour elle-même, écrivant ses mémoires si longtemps après. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de témoin pour elle, moi j'étudiais dans 3 femmes disparaissent les répercussions sur sa propre lignée, sur sa propre filiation que ça a eu dans son existence. Donc ça c'est absolument essentiel, c'est aussi ce que nous montre le monde du cinéma, que face à un pouvoir exorbitant, qui vient évidemment des sommes mises en jeu. Il ne faut pas traiter les films juste comme des objets de divertissement. Et même les films qui sont des objets de divertissement, moi j'ai rien contre ça, nous disent, je pensais récemment au film Barbie, nous disent énormément de choses sur la société. Dans leurs conditions de production, Jacques Rivette, à qui j'ai consacré un livre, disait un film raconte l'histoire de son tournage. C'est pour ça que moi je suis pas du tout pour supprimer les œuvres, parce que je pense que quand nous revoyons, c'est ce que faisait d'ailleurs le documentaire. Vous voulez dire dans le cas de Gérard Depardieu par exemple, il ne s'agit pas de supprimer la diffusion des films. Bien sûr que non, parce que ça reviendrait au fond à supprimer nos souvenirs, et alors que ce qui est en jeu c'est la mémoire, c'est pas les souvenirs, ce qui est en jeu c'est le fait que pourquoi est-ce qu'il y a une telle volonté d'être amnésique, comme on le voit dans les cas d'inceste. Il est temps maintenant de penser que ça ne concerne pas que quelques Coréens, quelques femmes, quelques enfants victimes d'abus de pouvoir, quelques Juifs, quelques Arabes, quelques homos, quelques personnes en situation de précarité. Ça nous concerne tous, en fait, cette question. Marine Turki. La question de la censure, elle est vue de manière très binaire. C'est on censure pas. Il y a plein d'alternatives. Il y a contextualiser les œuvres, et ça c'est important. Lorsque Roman Polanski a sorti le film J'accuse, dans le dossier de presse du film, il expliquait que lui-même connaissait bien les mécanismes de persécution à l'œuvre, puisqu'il les avait vécus. Il avait été accusé par de nombreuses femmes de viol à travers les années, donc c'est lui qui le dit. Et pourtant, dans le même temps, on a vu l'équipe du film demander aux journalistes de ne pas poser de questions là-dessus, alors que ça éclaire son œuvre. Donc il y a un lien qui est important. Inversion, il inverse la situation. Donc on peut contextualiser les œuvres. Et puis aussi il y a la question de la célébration. Ce que demandent notamment beaucoup d'organisations féministes et d'autres voix d'ailleurs, c'est de ne pas célébrer les personnes qui sont mises en cause pour viol. Mais si Gérard Depardieu est un grand acteur, Marine Turki, que faire justement de son talent si on lui prête ce talent, et que faire donc de la place qu'il doit occuper dans le cinéma ou dans l'histoire du cinéma. Je vous donne un exemple. Après mon enquête au mois d'avril, il était à l'affiche d'un film qui est sorti quelques mois plus tard. Il a été décidé par la production et la distribution de ne pas l'associer à la promotion, mais pour autant de maintenir la sortie du film. Parce qu'un film, c'est aussi une œuvre collective. C'est pas seulement le fait de Depardieu. Donc on maintient la sortie du film, et puis il n'est pas dans la phase de promotion. Ça me semble être un compromis qui peut être entendu. Après, il y a une autre question qui se pose. C'est est-ce que l'image de Gérard Depardieu, en l'occurrence, ou d'autres, n'est pas abîmée? Télérama disait, il chante encore Barbara, mais est-ce que ça sonne juste? Et c'est tout à fait ça. C'est est-ce qu'au bout d'un moment, l'image n'est pas abîmée à travers toutes les vidéos, et notamment la vidéo en Corée du Nord qu'on a vue de complément d'enquête? Mais alors, Hélène Frappat, si on prend l'exemple d'Hitchcock, parce que Hitchcock, c'est un cinéaste, je crois que tout le monde, ou presque, apprécie justement que faire de son œuvre. Moi, j'ai été très frappé quand vous m'en avez parlé la première fois. Et maintenant, je sais que ce que vous dites est étayé par un certain nombre de choses, mais est-ce que l'on peut regarder ces films de la même façon? Est-ce qu'il faut les regarder? Moi, je pense plutôt que oui. Vous en pensez quoi? Bien sûr, moi, je continue à adorer les films d'Alfred Hitchcock. Il y a plein de questions qui sont passionnantes, et je souligne que c'est le cinéma qui nous permet de les penser. Donc, c'est vraiment un lieu de penser le cinéma. Il y a la question de l'ambiguïté. L'ambiguïté qui n'est pas une dimension de la condition humaine qu'il faut supprimer. De toute façon, on va pas avoir un dictateur qui va se lever le matin. Enfin, si, remarquez, on va avoir plein de dictateurs qui vont se lever le matin en décidant de supprimer l'ambiguïté. Mais notre ambiguïté de spectateur, notre regard, qui peut être un regard aussi de prédation, qui peut un regard de jouissance. Mais ça, ce sont c'est une dimension du spectacle et du spectateur qui en est partie prenante. Si on prend le cas d'Hitchcock, ce que je trouve passionnant, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire 3 femmes disparaissent, c'est qu'effectivement on a eu le cas de quelqu'un, enfin d'un génie, Alfred Hitchcock, qui a agressé sexuellement Tippi Hedren, sa star, sur son tournage, tout en réalisant un film, Marnie, où lui
se met du point de vue de cette femme agressée. C'est-à-dire que le spectateur qui regarde Marnie, encore aujourd'hui, alors ce film est assez insoutenable, mais il est insoutenable parce qu'il parvient, notamment grâce à la scénariste qu'il a engagée pour ce faire, à nous faire vivre cette expérience-là. Alors ça fait partie... Alors moi, je ne veux pas employer des termes pathologiques, ce n'est pas mon domaine. Est-ce que ça fait partie de la folie d'Alfred Hitchcock? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de supprimer les œuvres. Il s'agit de continuer à les regarder. Notre regard de spectateur évolue. Mais justement, ce qui est intéressant, Hélène Frappa, c'est justement le fait que vous parlez de la folie. On pourrait parler de la folie d'un romancier. Le problème, c'est que la folie d'un réalisateur... Alors, la folie n'a jamais exempté de l'éthique. Attendez, je vais jusqu'au bout de ma question. Le problème, c'est que la folie d'un réalisateur, elle concerne aussi d'autres êtres humains. Alors Bien que sûr. la folie d'un romancier, elle peut finalement ne concerner que lui-même. Mais alors, ça, c'est un vrai problème pour penser justement... Alors, c'est clair que je ne pense pas que les écrivains soient des gens supérieurs, moralement supérieurs aux autres artistes. En revanche, ils ont moins de moyens de nuire. Ça, c'est incontestable. Quand on écrit tout seul dans sa cuisine, avec tellement peu d'argent en jeu, on peut éventuellement emmerder un peu son éditeur et les gens autour de soi, mais enfin, ça va pas très loin. Là, effectivement, la dimension industrielle de l'œuvre implique des rapports de pouvoir. C'est un milieu extrêmement hiérarchisé, comme Marine Turki l'a souligné. Donc, les enjeux de pouvoir sont agrandis, encore une fois, je le répète, et c'est ça, nous devons prendre au sérieux cet agrandissement. Je crois que la question qui est devant nous, c'est la question des œuvres futures. C'est la question, par exemple, du financement d'un film avec Gérard Depardieu. Une fois qu'on a vu tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui peut se poser pour la sécurité de salariés sur un tournage, en fait? Alors, je sais qu'ils contestent les faits, mais quand on voit les vidéos, et on en a sorti plusieurs à Mediapart, de son comportement avec les femmes dans le cadre professionnel, la question de la sécurité des gens sur le plateau, et des femmes notamment, se pose. Donc, ça, c'est une question qui est renvoyée aux réalisateurs et producteurs aujourd'hui, plus que celle de la censure des œuvres actuelles, qu'on peut contextualiser, qu'on peut relire avec la loi Marine Turki. Plus une question éthique. La question éthique est là, mais la question de la loi, elle s'applique, Marine Turki, puisque un réalisateur est responsable de ce qui se passe sur le plateau. Un producteur notamment, c'est le producteur qui a une obligation de sécurité avec effectivement les gens sur le plateau. Donc comment on fait? C'est une vraie question. Moi, je l'ai posée dans mon enquête et vous avez bien vu le silence qui s'accompagnait de mes questions aux producteurs et réalisateurs. Est-ce qu'ils vont faire à nouveau des films avec Depardieu? C'est une question qu'il faut leur poser aujourd'hui. Sachant que moi, je voudrais souligner une phrase que j'ai entendue dans Complément d'enquête qui me paraît la phrase essentielle, et vraiment, il me semble qu'il faut passer encore des années pour réfuter cette phrase, qui est la phrase prononcée par Jean-Louis Livy, qui dit « ce sont des paroles, ce ne sont pas des actes ». Non, c'est faux. C'est faux pénalement déjà, puisque je rappelle qu'il y a quand même une qualification des violences verbales par la loi. Et par ailleurs, il y a un continuum entre la violence verbale et la violence psychologique et la violence, et ce qui conduit à un féminicide. Je rappelle que même le suicide forcé maintenant fait partie d'une loi qui a été introduite il y a quelques années et qui permet de penser que tout ça, ça nous oblige en fait, nous spectateurs, nous citoyens, ce sont les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes ceux qui vont au cinéma sont aussi ceux qui votent. Et c'est ça que ça nous montre, la question du cinéma. C'est-à-dire que c'est un lieu de philosophie politique et qui pose des questions d'éthique essentielles. Donc non, il ne faut pas supprimer les films d'Hitchcock, évidemment, ni les grands films dans lesquels a joué Depardieu. Il faut les regarder sans doute autrement. Après qu'à partir de maintenant, quelqu'un comme Gérard Depardieu, qui a des procès, des plaintes, etc., continue à pouvoir travailler dans des conditions avec tout un discours qui l'exempte de sa responsabilité, bien sûr que non. Ça, c'est une question éthique. Un mot de conclusion, Marine Turki, vous qui enquêtez sur ce type de thème, est-ce que vous avez l'impression que ces enquêtes se font aujourd'hui plus facilement, que vous recueillez plus de témoignages? Ce qui a changé, c'est que maintenant les témoins parlent. Par témoins, j'entends ceux qui ont vu ou entendu des choses, mais ceux qui ont été destinataires de confidences. Quand j'ai commencé ces enquêtes en 2016-2017, j'avais du mal à faire parler ces personnes. Aujourd'hui, je vois que même des mois après mon enquête sur Depardieu, j'ai aujourd'hui encore des gens qui me disent je veux participer à aider à ma petite échelle. Voilà, moi sur le tournage, j'étais technicien, j'ai vu ça, et je vous contacte, je ne sais pas si ça va aider, mais je le fais. Ça a changé, parce que sans les témoins, on ne peut pas faire ces enquêtes. Voilà. Et sans les témoins, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que l'abus de pouvoir se fait à 2, le gaslighting se fait à 2, on ne s'en sort qu'à 3. D'où la fonction éthique aussi essentielle, y compris des journalistes, dans notre société. Hélène Frappa, votre livre « Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes » est publié aux éditions de l'Observatoire. Marine Turki, vous êtes journaliste au service enquête de Mediapart.